Bonjour à tous ou bonsoir chers abonnés. Alors oui, vous avez vu la miniature, je viens vous parler de la dernière pépite, on peut pas dire, il n'y a pas d'autre mot, que nous sort Netflix en ce moment et qui est une adaptation du conte de Collodi Pinocchio euh, réalisé par Guillermo del Toro et Mark Gustafsson et je trouve ça absolument magnifique. Vous me connaissez, c'est très rare quand je trouve que ouais, les lives, les remakes sont bons, mais là, franchement, il nous crée quelque chose, il reprend le conte et il nous adapte à peu près une nouvelle version du conte musical et franchement, c'est très bien réussi. Donc réalisé par Guillermo del Toro, on connaît son talent, hein, notamment dans beaucoup de films comme ça, aussi, co-réalisé par Mark Gustafsson, que je ne connais pas beaucoup, mais bon, peu importe. Une BO qui est magnifique, signée Alexandre Desplat. Alors, ça parle de quoi? Ça parle de. Pendant 2 heures, ça relie le conte de Pinocchio, le conte de Collodi, donc écrit par Collodi, vous savez, à la fin du 19e siècle, c'était un conte pour enfants, mais pas que, hein, puisque c'était avant tout une aventure, un conte initiatique, on va dire, qui a été repris ensuite par Disney, qui, dans sa version de 1940, a fait quelque chose un petit peu, j'allais pas dire édulcoré, parce qu'il garde quand même l'axe central, qui est très bien fait d'ailleurs, mais par rapport au conte de Collodi, euh, il y a beaucoup de choses que Disney a évacuées. Bon, normalement, une happy ending, mais ça c'est du Disney. Il y a eu aussi, par contre, la très belle version de Luigi Comencini en 1972, qui d'abord été adaptée en 6 épisodes, je crois, il me semble, pour la télévision, hein, qui était très grande œuvre. Et ils ont ressorti ça en 75, ils ont fait un film un petit peu condensé, mais qui était aussi tout au moins très beau. Et là, bon, il y a eu j'ai envie de dire la très oubliable version remake live de Robert Zemeckis. Hein, je t'aime bien Robert, mais bon, là franchement, ton Pinocchio, on sent que, bon, bref, on va pas en parler parce que c'était quand même très fade, très pauvre, et surtout c'était voilà, une copie du Pinocchio de Disney. Et là, enfin, on a une très belle version. Alors, j'y suis allé un petit peu à reculons, je vais dire, parce que, bon, revoir une énième version, pourquoi en parler de Pinocchio, si c'est pour nous faire comme Zemki, ça fait une copie totale du film, je me suis dit, c'est bon. Et puis, finalement, j'ai accepté, parce que oui, c'est une relecture, c'est une relecture très intéressante du film que nous propose Guillermo del Toro. Déjà, fait en stop motion, donc c'est déjà un travail incroyable. Quoi. Je veux dire, il n'y a aucune image de synthèse ou très peu. Ça s'est tout fait, ça a pris du temps, c'est vraiment un travail. On voit que, d'ailleurs, je vous propose de voir le petit making-of qui a été fait ensuite, où on a toute l'explication de trucs et surtout si vous t'abonnez Netflix, vous regardez dans les propositions, il vous le met juste à côté. Et franchement, ça dure une demi-heure, mais c'est absolument incroyable de voir un peu tout le travail qui a été fait, hein, avec de la pâte à modeler, avec, bon, bref, hein, regardez, c'est savoureux. Donc, et on a vraiment l'impression de voir une. On sait pas si c'est du live, mais c'est très bien fait, c'est très lissé, etc. Les personnages sont sympathiques, et franchement, c'est très bon. Franchement, j'ai été un petit peu. Je me suis surpris à aimer ce film, non seulement pour ça, pour son aspect technique, mais surtout pour le fond qu'il nous propose. Et exit l'Italie, on va dire, du 19e siècle. Enfin, on est toujours dans le Piémont italien, on est toujours dans le nord de l'Italie, tout ça, dans les montagnes, etc. C'est toujours très piémontais comme histoire, toujours l'Italie, etc. Ça reprend, on va dire grosso modo, l'histoire telle qu'on la connaît, le corps central, mais ça la place un peu, il y a ce rapport à la guerre, et notamment un Geppetto qui a perdu son fils, son vrai fils, on va dire, et il y a toute cette partie, ces débuts du film où on voit justement cette ambiance, enfin ce sentiment, comment cet homme qui a certainement perdu sa femme et qui vit maintenant avec son fils,
voilà, cultive un amour indéfectible pour son enfant, et cette tragédie de la guerre aussi, qui le fait perdre. Voilà, je spoil rien, c'est tout dans le début, et ça explique comme ça. C'est très intéressant d'ailleurs de voir un petit peu comment, on nous parle toujours, oui, j'ai perdu un fils, etc. Mais là, on plonge dans cette guerre, et surtout dans ce drame de guerre, parce que le film va se concentrer dans l'Italie de 1930, c'est-à-dire en pleine Italie mussolinienne. Et à ce niveau-là, je trouve, et c'est justement là que je trouve que c'est très judicieux de la part de Guillermo del Toro, de prendre le conte de Collodi et d'en faire quelque chose en rapport. Vous savez très bien, hein, Pinocchio, c'est quoi? C'est le mensonge. Voilà, il évoque le mensonge. C'est une marionnette, donc on va évoquer la manipulation, tout ça. Et justement, placer tous ces thèmes-là dans l'Italie de 1930, l'Italie fasciste, où les gens étaient quasiment manipulés comme des marionnettes par une espèce de guignol. Désolé, mais c'est un peu ça. C'est tout à fait ça. C'est qui sont les pantins dans l'histoire? Qui sont les pantins? D'ailleurs, il y a cette scène très intéressante où on voit Pinocchio, le pantin de bois, dans l'église, qui s'adresse au chef du village, cette espèce de protestat bien rigide, le chef là, en uniforme noir, avec son brassard rouge des fascistes, et qui lui dit: qui te manipule, toi? Il y a ce rapport à la manipulation, euh, à cela. Et c'est dans un contexte où aujourd'hui, hélas, certaines idées sont de retour, hein, certaines idées politiques sont assez nostalgiques de certains. Ça, je trouve que c'est très judicieux de montrer cet aspect politique. Alors oui, c'était peut-être un parti pris du réalisateur. Hein, on sait très bien que beaucoup de ces films, d'ailleurs, ont d'un sous-texte politique où il attaque le fascisme, mais je trouve que c'est bien replacé un petit peu ces personnages politiques à la juste place, hein, surtout quand on voit Mussolini arriver, parce qu'on le voit dans le film, on le voit arriver un peu en espèce de rase-moquette, espèce de guignol rase-moquette. Je trouve qu'il est justement à sa place. Désolé. Mais c'est exactement ça, et les mecs qui sont là à lever le bras, comme s'ils étaient commandés, comme si j'avais eux-mêmes des fils, et puis que tu avais un espèce de connard qui est comme ça, les trucs, c'est le fascisme, c'était ça. Et puis il y a ce rapport aussi, alors parti pris aussi sur la fin, concernant, bon, je ne vais pas spoiler, hein, tout le monde sait la fin, ça a été donné, repris de Pinocchio, vous savez, le Pinocchio, ce petit garçon qui rêve, voilà, ce pantin de bois qui rêve d'être un petit garçon. Et bien là, parti pris très intéressant du réalisateur qui fait que Pinocchio ne rêve pas de devenir petit garçon. Voilà. Mais simplement d'être accepté tel qu'il est, et notamment par son père, enfin son père, oui, son père adoptif d'une certaine manière, Geppetto, qui, voilà, il rêve pas d'être un homme, simplement d'être ce qu'il est. Et c'est justement ça qui est très intéressant, parce que c'est un parti pris qui a souvent tiraillé beaucoup, et même Collodi lui-même, et son éditeur aussi, d'ailleurs, qui avait souvent été obligé de réécrire un peu la fin, où Pinocchio devenait un homme, ou simplement Pinocchio choisissait de rester en vie et d'être le pantin de bois. C'est un parti pris, mais même on le voit aussi, Disney fait de Pinocchio le rêve d'être un homme. Il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup de... Je crois que dans le Luigi Comencini aussi, à la fin, il devient homme. C'est toujours été tiraillé dans le débat qu'on peut avoir sur Pinocchio. C'est quoi le rêve de Pinocchio? Est-ce que c'est soit d'être de procher, de devenir homme, ou simplement d'être en vie, de vivre, de célébrer la vie, simplement le fait d'être vivant, et être vivant comme il est, c'est-à-dire rester pantin de bois, rester... voilà. Qu'est-ce que c'est? Où on place la conscience humaine? Où on place, est-ce que c'est le fait d'être homme? Est-ce que quelqu'un qui est autrement homme peut aussi avoir un cœur? C'est un petit peu ça le propos de, de Guillermo del Toro dans ce film, et je trouve que ce parti pris change un petit peu la fin, mais sur une réflexion très intéressante.
Et bien sûr, un tome de Guillermo del Toro, il y a toujours cette réflexion à la religion, à l'immortalité, à l'éternité aussi, à l'au-delà. D'ailleurs, les scènes où il va, justement, ne pouvant pas mourir, il va souvent profiter de ses vies. Hein. Je vous verrai le film pourquoi, mais dans cet au-delà où, voilà, où il y a cette ambiance un peu très glauque avec ces fameux lapins noirs, voilà, c'est un peu sorte de croque-mort, ce sphinx derrière qui va lui poser, qui va lui parler sous forme d'énigme, un peu hors du temps. Tout ça, c'est très doréitien, on va dire, je veux dire comme ambiance. On n'est pas loin même de Tim Burton par moment. C'est voilà, et puis toutes ces thématiques de social religion qu'on a depuis le premier film Chronos, toujours lié à l'éternité, c'est quelque chose, voilà, là on le sent bien. C'est donc un conte très réussi qui peut s'adapter aussi à tous les âges, j'ai envie de dire. On peut regarder ça en tant qu'enfant, parce qu'il y a l'histoire de Pinocchio, on retrouve toute l'histoire, la trame, même si ça a été un petit peu changé. Je veux dire, on change de cadre, on change d'époque, mais aussi on peut regarder ça aussi, eh bien, un peu à l'époque, j'ai envie de dire, quand on est adulte, un peu, ça nous fait réfléchir aussi sur non seulement sur la maturité, la vieillesse aussi, la transmission, l'hérédité, la paternité quelque part, mais aussi sur la vie, sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être accepté par malgré ses différences. Voilà, c'est rien. D'ailleurs, il n'y a rien de lisse dans Pinocchio. On voit que ce petit pantin de bois n'a pas forcément la symétrie parfaite, et ça aussi c'est très intéressant. Il est en bois dégrossi parce que Geppetto l'a sculpté d'un seul bloc et un peu quand il était ivre, donc il n'a pas pu forcément faire quelque chose de bien symétrique. Et c'est vrai que ce qu'on peut voir d'abord, hein, même jusqu'à Zemki, c'est toujours ce Pinocchio bien parfait avec des formes. Voilà, et c'est ça, c'est quelque chose que le cœur, je veux dire, est derrière, je veux dire, peu importe l'apparence, ce qui compte, c'est d'avoir le cœur. Et c'est justement en cela qu'il est très intéressant. C'est donc, mais surtout le fond, je veux dire le fond politique, j'ai envie de dire, de cette œuvre, où placer, je veux dire, dans le monde, qu'est-ce que le mensonge, qui sont ceux qui mentent? Est-ce que c'est vraiment les enfants qui font des petits mensonges, ou alors les adultes qui mentent par intérêt, qui mentent pour servir, voilà, contrôler le peuple? C'est pour ça que d'ailleurs il choisit de mettre ça dans l'Italie fasciste. Lui-même, Guillermo del Toro, je crois qu'il vient d'Argentine, il me semble, hein, donc il connaît un peu la dictature. Il l'a vécu dans sa chair aussi. Euh, voilà, c'est sur le fond, je trouvais que c'était très juste. Je dirais même que c'est un témoignage historique d'une certaine manière, puisqu'on retranscrit un petit peu l'ambiance de cette Italie roumain, d'un espèce de. Moi, j'ai toujours pensé que Mussolini c'était un guignol. Je suis désolé, il n'y a rien d'autre mot. Le mec, pendant l'histoire, il a traversé, il a été élu par des masses, et même pas, non, même pas. Et je crois qu'il a été marché sur Rome, il a truqué des élections, il faut arrêter de nous dire. Bref, il a fasciné tout un peuple, et justement, des Italiens qui à l'époque, on peut pas leur en vouloir, mais voilà, qui étaient un peu comme ça manipulés par les fascistes, et c'est ça que nous donne cette allusion, je veux dire, prendre le conte de Pinocchio, montrer marionnettes, tout ça, que c'était à un moment donné, les Italiens étaient les marionnettes des Mussolini d'ailleurs. Euh, tout est d'ailleurs la même histoire, mais par exemple, la foire d'attraction à un moment donné où va Pinocchio s'est transformée par un camp de jeunes fascistes où on les prépare au combat, on les prépare par le jeu, par le voilà, on les prépare tels des bons petits soldats, on va les préparer à la guerre. Euh, Aussi, réflexion aussi sur la guerre, aussi réflexion sur le drame de l'innocence brisée par les bombes, toujours hélas d'actualité. Il y a beaucoup de choses comme ça que vous allez pouvoir revoir dans ce film et qui vont un petit peu, et puis bien sûr cette histoire bouleversante entre ce père qui a perdu son fils, euh, qui était tout pour lui, et puis par désespoir il crée cette marionnette où il veut envie de donner tout son amour, mais il sait que c'est pas possible, rien ne le remplace ça, et progressivement il va finir par accepter, déjà par faire le deuil de son fils, et en même temps, ben,
donner, voilà, accepter quelque chose, c'est très philosophique aussi, très, très moral dans le sens, on n'est pas dans donneur de leçons, mais quelque chose qui approche la psychologie. Donc voilà, une œuvre assez incroyable. Peut-être, alors je lui donnerai sur une note sur 10, je lui ai donné une 9 sur 10 pour la simple raison que j'aurais aimé le voir au cinéma. Voilà, c'est quelque chose. Je sais que maintenant, bon, beaucoup d'œuvres, donc je lui donne que 9 sur 10, simplement parce que j'aurais aimé qu'il sorte en salle. Ce genre de film, voilà, on l'a vu sur Netflix, bah pourquoi pas. Je sais que maintenant, ça va se démocratiser. J'ai rien contre les films Netflix, moi aussi j'en regarde bien sûr. Mais c'est vrai que quand même, hein, pour ça, la salle de cinéma aurait été très intéressante à découvrir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Autrement, eh ben, un peu grand film. On finit l'année 2022 sur un grand film. Et franchement, il rentre dans mon top de l'année. Parce que oui, des films comme ça, j'aimerais que Netflix nous en sorte le plus souvent. Parce que ça, c'est vraiment une œuvre incroyable, magistrale, remarquable. Revoyez Pinocchio de Guillermo del Toro. Car, j'ai envie de dire, c'est plus que ça, c'est un conte universel, Pinocchio. C'est rentré dans la mémoire. Mais retravaillé de cette façon, ça apporte tellement de choses. Donc, Guillermo del Toro, magnifique film que tu nous fais là, comme à ton habitude. Et franchement, continuez comme ça Netflix de nous sortir des petites pépites de ce genre. Voilà. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu aussi, hein, vous pouvez aussi, on en discute, on en débat, likez, partagez, diffusez cette vidéo, et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.